Donc, bon, ça me fait plaisir. Mylène m'a approché pour vous faire une présentation sur les résultats de ma thèse, hein. C'est un élément des résultats de ma thèse. Ça fait que j'ai fini en 2011. Et bon, ça m'a fait plaisir de vous partager un peu. C'est sur un aspect qui concerne uniquement la performance des systèmes de soins. Donc, la question que je veux qu'on puisse répondre aujourd'hui, c'est quelles sont les caractéristiques des systèmes de soins les plus performants dans les pays à travers l'OCDE. Donc, j'avais fait une analyse, je vous propose une analyse de 27 pays, et après ça, on pourra discuter sur le Québec si vous voulez. Alors, dans le plan de présentation, il est classique, je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais plus parler un peu de toute la complexité qui tourne autour de la notion de performance, parce que quand on parle de performance, c'est une notion qui est très très large, et aussi je vais vous parler beaucoup plus aussi de l'opérationnalisation que j'ai fait à travers les modèles et comment est-ce que j'ai pu construire des profils et classer les pays en fonction de ça. Alors, en termes de contexte, on sait que de plus en plus, il y a une pression énorme sur les systèmes. Donc, le premier élément qu'on voit en général, c'est tout ce qui est la transition démographique, hein. Donc, on a un vieillissement de la population qui va continuer qui va continuer jusqu'au 2050 et de plus en plus aussi avec les anciennes données de Statistique Canada qui sont sorties l'année dernière, on constate que la population des personnes de 60 ans et plus commence à grossir plus qu'elle est plus jeune. Donc il y a un gros problème de vieillissement, il y a un problème d'immigration aussi qui vient complexiter la façon d'administrer les soins dans les établissements de santé. Et on a, à travers tout ça, on constate avec le vieillissement, mais aussi une chronicisation des maladies, hein. Donc de plus en plus, il y a des maladies chroniques en fait, qui viennent s'expliquer par le vieillissement, mais aussi par le changement des habitudes alimentaires, le changement des habitudes de vie et tout ce que j'ai appelé la transition nutritionnelle. À travers tout ça aussi, il y a une avancée énorme de la technologie. Et ça, on ne peut pas négliger. Une avancée au niveau médical, au niveau des techniques, au niveau même de la connaissance des maladies, de leur traitement et même au niveau des déterminants de la santé. Donc, c'est toute une problématique qui est aussi assez complexe dans la réflexion autour de la qualité d'un système de soins. Et j'ai pris tout juste un exemple avec les réformes qu'on voit de plus en plus, et ça se passe dans plein de pays aussi, dans des pays développés et même des pays en voie de développement, c'est toute la réorganisation des systèmes dans le but de chercher la performance. Donc, ce qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'on peut réorganiser ces systèmes-là, comment est-ce qu'on peut injecter des fonds dans le système pour assurer une performance. Et à travers ça, il y a aussi toute la logique de la mondialisation que j'aurais pu mettre à tous les niveaux, et la récession aussi économique, qui est un élément énorme qui exerce une pression sur le système de soins. Donc, la question, c'est de savoir comment reformer les systèmes et, plus loin, comment améliorer les systèmes et je dirais encore, comment rendre performant le système. Donc, c'est toute la question de la performance qui est une notion extrêmement complexe. Alors, la performance, moi, très rapide, j'ai regardé un peu la définition. Quand vous ouvrez le dictionnaire terminologique, là, vous avez plusieurs domaines. Moi, j'ai coupé, j'ai mis à peu près 4. Donc, quel que soit le domaine dans lequel, je pourrais dire autant de personnes dans cette salle, autant de définitions de la performance. Donc, ça veut dire, plus vous avez des professionnels, des chercheurs, des administrateurs, des étudiants qui travaillent sur une problématique, c'est une dimension de la performance. Donc, c'est vraiment très varié et ça prend des sens très diversifiés, dépendamment des contextes, dépendamment des milieux. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, on va un peu regarder comment évoluer le concept de la performance. Et le concept de la performance a beaucoup plus évolué avec la conception même de l'organisation. Donc, la théorie des organisations a été un élément qui a permis de bâtir au fur et à mesure la définition et ça nous a permis de voir aussi l'évolution du concept de performance. Donc, depuis les années, moi j'ai commencé dans les années 30 avec les théories autour de théories fonctionnalistes comme au niveau de l'organisation du travail, ce qu'on appelle la taylorisation, et ainsi de suite. Le but déjà, c'était en fait de diviser le travail et de maximiser
la réalisation des activités, mais dans un contexte très hiérarchique. Mais l'objectif final ici de l'organisation, c'est d'atteindre un objectif fixé. Alors les hommes étaient traités comme des machines et travaillaient, mais toujours dans un souci de réaliser une performance. Est-ce que c'est la meilleure? On se pose des questions. Toujours dans les années 30, on avait, à travers les organisations, la théorie des relations humaines, hein, c'est-à-dire comme les gens travaillaient ensemble, il y a des théories qui sont nées qui mettaient l'accent beaucoup plus sur le relationnel. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment est-ce qu'on peut maintenir un climat de satisfaction? Comment est-ce qu'on peut travailler en synergie et motiver le personnel pour avoir un objectif? Donc, vous allez voir en bleu, tout ce que je mettais, c'est un peu une façon de concevoir le but de l'organisation. Donc, toutes les périodes en lien avec la théorie des organisations et toutes les théories qui se cachent derrière, c'est comment concevoir l'organisation, mais à travers ça, comment concevoir la performance. Donc, si je prends un dernier exemple pour cet acétate, qui est beaucoup connu, la théorie de la contingence, qui met l'accent beaucoup plus sur la capacité d'adaptation des milieux des organisations, et aussi comment est-ce que les organisations vont s'adapter, donc comment les organisations s'adaptent au milieu, et comment le milieu s'adapte à l'organisation. Donc, depuis les années 60 et 50, fin des années 50-60, il y avait toute une réflexion autour de la capacité d'organisation. Et la conception même de la performance d'une organisation, c'était sa capacité à s'adapter au milieu et aussi comment le milieu s'adapte. Et on a vu naître aussi des théories dans les années 80, je ne veux pas passer tout ça, dans les années 80, qui touchaient par exemple l'économie de l'organisation, la théorie de l'agence, la théorie des coûts de transactions, qui mettaient en relation les jeux de pouvoir qui existaient entre les acteurs à l'intérieur des organisations. Donc c'était une production des services dans un environnement efficace, agréable, où les jeux des acteurs, où les acteurs travaillent en synergie, et aussi il y a eu la naissance des tensions avec des employeurs. Donc, comment une organisation peut performer en même temps, à l'intérieur, les acteurs travaillent avec une asymétrie d'informations, donc les décideurs avaient une certaine information, mais les travailleurs n'avaient pas. Et toute la réflexion de l'organisation, c'était vraiment de réfléchir comment produire dans cette tension-là. Et aussi avec, dans l'analyse politique, tout ce qui était la théorie de la coalition, la théorie des motivations, la théorie des symboles, qui touchait vraiment les éléments en lien avec la culture organisationnelle. Donc, comment toucher les valeurs, les symboles, les artefacts, la culture interne de l'organisation, entre les acteurs, pour l'organisation aussi, et même en tenant compte de la culture environnementale pour pouvoir produire et pour pouvoir performer. Donc, selon la théorie des organisations, je me suis arrêté dans les années 90, vous pouvez continuer toute la réflexion. Les spécialistes de la théorie des organisations pourront ajouter et compléter plein de choses. Et ce qui est important à savoir, c'est que l'une ne se traite pas individuellement. Ce sont des fonctions où, au fur et à mesure qu'on avançait, ça complexifiait plutôt la définition même, la cohérence interne au sein de l'organisation, ça complexifiait la compréhension de l'organisation et ça complexifiait la notion même de la performance. 4 fonctions. La fonction d'atteinte de but qu'on a vue, c'était des fonctions qui visaient la capacité du système à atteindre des objectifs qui étaient fixés. Je ne vous dis pas en santé, mais quelle que soit l'organisation, parce que c'est une notion qui est partout. La production, la capacité à produire en fonction des ressources, en fonction de la coordination des soins, en fonction des ressources qui sont investies, en fonction des moyens de production et aussi en fonction de la qualité. Le maintien des valeurs organisationnelles qui consiste aussi à regarder comment l'organisation s'intègre dans une culture organisationnelle, comment elle fonctionne, comment elle maintient les valeurs à l'interne et à l'extérieur, cette cohérence qui existe dans le but d'offrir des services de qualité. Et quand je disais aussi la notion d'adaptation, qui est toute la mobilité des ressources et l'utilisation des ressources du système et comment aussi de l'environnement et comment l'environnement s'adapte au système. Donc, la théorie des organisations nous permet déjà de comprendre certaines dimensions, mais il est important de savoir que ce n'est pas individuel. C'est une conception unidimensionnelle, mais en réalité, ce n'est pas une conception unidimensionnelle. Il y a toute une interaction qui existe entre eux. Alors, selon les organismes, puisque le but de l'étude, c'est de faire une comparaison internationale, il y a des organismes aussi internationaux qui s'intéressent beaucoup plus, qui s'intéressent, comme l'OMS,
a produit des indicateurs, a produit des éléments, a produit des cadres, je pourrais dire des conceptions, des cadres théoriques pour analyser la performance des systèmes de soins. Là, je tombe déjà dans la performance des systèmes de soins. Alors, l'OMS, par exemple, dans son rapport de 2000, a présenté un gros cadre qui mettait l'accent sur certains éléments tels que la réactivité du système dans la réponse. C'était la première fois que ces notions apparaissaient, l'équité, l'amélioration de la santé et bien d'autres. On a aussi le bureau de l'OMS qui a développé tout un cadre autour, ce qu'on appelle le cadre PAF, qui est Performance Assessment Tool of Quality pour la performance hospitalière et qui a développé tout un ensemble d'indicateurs, un ensemble de conceptions pour mesurer l'organisation, pour mesurer la performance. Donc vous voyez que, quel que soit, dépendamment des organismes, il y a des choses qui reviennent, mais il y a aussi des choses qui sont mises en évidence un peu plus en fonction aussi de l'évolution dans le temps et en fonction de la complexité des changements qu'on observe dans l'organisation et dans les systèmes de soins. Donc, alors, le cas de l'OCDE est beaucoup plus inspiré de celui de l'OMS, c'est celui que j'ai beaucoup utilisé dans le cadre de ce projet, dans le cadre du rapport. Je vous fais voir un peu, au niveau du gouvernement fédéral au Canada, si vous ouvrez, si vous êtes curieux, vous regardez les données qui sont produites par l'Institut canadien de la santé, de l'information en santé, le CARAI, ou les données des statistiques Canada, ce sont des éléments qui vont vous donner beaucoup d'indicateurs ou bien beaucoup d'éléments qui permettent de concevoir la performance des organisations à travers des éléments de culture qui émergent. Vous allez voir les indicateurs qui touchent un peu le climat de travail, ce qu'il n'y avait pas avant, les indicateurs, les déterminants non médicaux, parce qu'avant, on parlait, quand on parle de déterminants de santé, déterminants médicaux, mais non médicaux, tout ce qui concerne l'environnement, l'économie, la richesse, tout ce qui concerne aussi les inégalités sociales, qui c'était des éléments qui n'étaient pas très mis en évidence en avant, mais qui complexifient même la notion de la performance d'une organisation ou bien d'un système de soins. Et quand on parle de système, je n'ai pas défini au départ, c'est très complexe, c'est-à-dire ça concerne non seulement les acteurs individuels, les organisations, mais aussi le politique. Donc, c'est vraiment dans un système plus macro d'analyse que j'ai fait. Maintenant, la performance, à travers cette réflexion, peut être faite à un niveau micro aussi. Mais ce que je propose ici, c'est vraiment une conception plus macro de la performance pour pouvoir capter dans les changements. Si on veut regarder des comparaisons entre les pays, c'est vraiment au niveau macro que c'est plus, je veux dire, comme premier exercice, plus facile à faire. Entre guillemets. Au Québec, il y a aussi, c'est une adaptation du fédéral, mais il y a aussi, et ça s'adapte au fur et à mesure, ça change, les cadres évoluent au fur et à mesure. Alors, donc, une fois définie la performance, quand on regarde tout ce qui existe dans la littérature, en partant je peux dire des dictionnaires, même de la conception des autres domaines de soins, d'autres domaines de santé, d'autres domaines, pas forcément le domaine de la santé, et qu'on touche même le domaine du système de soins, on a aussi, ça permet d'avoir une conception parfois unidimensionnelle de la performance. Mais on a le cas de Donabedian qui l'a développé dans les années 60, c'est souvent 65, soit 66, 68, 70. Pas exactement la vraie date, mais le cadre que j'ai vu, c'était des années 66, qui donne en fait une conception multidimensionnelle. Donc lui, ce qu'il disait, c'est que pour comprendre une organisation, pour comprendre un service, un système de soins, il est important de regarder, dans un premier temps, la première conception, c'était une conception linéaire. Donc, on veut voir le postulat qui sous-tendait ici, c'est est-ce que la disponibilité des structures de façon générale, et quand je parle de structure, ce n'est pas seulement les ressources, hein, c'est tout ce qui est structure organisationnelle, tout ce qui est structure symbolique même, est-ce que ces structures offrent des moyens ou offrent des processus, offrent des activités à l'intérieur qui vont nous permettre, est-ce qu'ensemble on développe des activités pour produire des biens et services dans le but d'atteindre des résultats. Alors, c'est quoi les résultats? Il y en a plein. C'est quoi les structures? Il y en a plein. C'est quoi les processus? Il y en a plein. Donc, c'est sûr que c'est une conception linéaire, mais cependant, ce qui était intéressant dans ce modèle, c'est que ça permettait de ne plus travailler sur chacune des dimensions en silo, mais de les intégrer déjà de façon simultanée. Et au début des années 90, le même Donabedian revient nous dire la conception linéaire, oui, elle est intéressante,
mais c'est plutôt une conception non linéaire qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire, il y a une relation qui existe non seulement entre les structures, les processus et les résultats, mais aussi il y a des relations entre les structures et les résultats qu'il faut prendre en compte, et c'est des relations qui se font en deux sens. C'est-à-dire, il y a une interaction, ça c'est le modèle intégrateur interactif non linéaire de Donabedian, qui permet de concevoir une organisation, une performance, ou bien une organisation, analyser la performance d'une organisation à travers des interactions qui existent entre les structures, les processus et les résultats. Ce n'est plus les relations structure, processus, résultat, mais c'est les interactions qui existent entre eux. Et il y a donc toute la notion qui a émergé, la notion d'effort. C'est-à-dire, oui, on utilise les structures pour produire des résultats, mais on doit produire des résultats en fonction des ressources, dans l'effort qu'on fournit en termes, par exemple, d'efficience. On va produire des résultats en tenant compte des services dont nous avons, des activités, mais ça doit être une production des résultats selon ces services-là. Et c'est ça toute la notion d'efficacité. Et la notion de productivité qui vient dire quels sont les services qu'on produit dépendamment des ressources. Alors, un système qui est intéressant, c'est un système qui va, entre guillemets, avoir une forte productivité, ou bien une forte efficience, ou une forte efficacité, dans la mesure où ils vont produire, je pense que c'est dans la mesure où ils vont produire des résultats avec peu de ressources, ou ils vont produire des services avec peu de ressources. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Mais il y a aussi, vous allez voir plus loin, il y a des systèmes qui ont peu de ressources et qui produisent peu de résultats. Alors, comment est-ce qu'on les classe, ces pays-là? Donc, ça, c'est le modèle de Donabedian. Je ne saurais passer sans présenter un modèle, sûrement que vous connaissez, qui est le modèle EGYPS, qui est un peu plus complexe et qui est plus intéressant, qui tient en compte non seulement des 4 dimensions, mais qui utilise aussi toute la notion des valeurs. Donc, tantôt, quand je parlais des fonctions, il positionne l'organisation à travers la recherche d'une capacité dans la facilité à s'adapter au milieu et comment le milieu s'adapte, la facilité à atteindre des objectifs, la facilité à produire des services en fonction des ressources et la capacité à maintenir un climat organisationnel. Donc, non seulement il est intéressant de regarder à travers ces boîtes-là, mais ce qui est fascinant dans ce modèle, c'est ce qu'il appelle des alignements. Donc, c'est les relations qui existent entre eux. Alors, tantôt, moi, j'avais 3, mais là, il y en a 6. Donc, il y a toute une complexité qui se tourne à travers le modèle EGYPS, qui est inspiré de la théorie de Patterson, qui a été développée par un groupe de professeurs Sicot de l'Université de Montréal et d'autres collègues. Alors, quel modèle j'ai utilisé? Je ne vous donne pas la réponse maintenant. Donc, le problème, en fait, qui se cache derrière, c'est qu'au-delà de cette conception c'est-à-dire au-delà de la définition, la difficulté même à concevoir la performance, on constate que si on regarde même chacune des dimensions prises individuellement, il y a une variation dans le niveau de performance des pays. Et il y a beaucoup plus une conception unidimensionnelle. Et ça, souvent ce que je dis, c'est combien travaillent sur des conceptions multidimensionnelles jusqu'à présent? En général, on travaille en silo dans une perspective précise, c'est notre dada, on veut que ça fonctionne, mais on oublie parfois qu'il y a souvent ce que je dis en quantitatif, il y a beaucoup de variables autour. Il y a beaucoup de variables confondantes qui peuvent venir biaiser le résultat. Donc, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière. Donc, mais il y a très peu, il y a un développement de modèles de considération de la performance de façon multidimensionnelle. Ça reste encore beaucoup plus théorique, mais pas de façon opérationnelle. Donc, il y a peu d'études alors qui opérationnalisent la performance de façon multidimensionnelle. On en voit, il y a des tentatives de modélisation que les gens font au niveau du modèle EGYPS, au niveau du modèle Donabedian, on en voit plus, mais c'est beaucoup jusqu'à présent dans sa conception linéaire que les gens opérationnalisent le modèle Donabedian. Mais la conception non linéaire n'est pas en développement. Alors, il y a peu d'études, malgré tout. Pire encore, il y a peu d'études qui n'ont même pas comparé les pays à travers cette conception multidimensionnelle. C'est déjà complexe d'opérationnaliser de façon multidimensionnelle un pays, et c'est déjà encore plus complexe de réfléchir autour de comment est-ce qu'on va positionner les pays à travers toute ce caractère multidimensionnel. Ce que j'ai tenté de faire.
tenté. Non. Je ne peux pas dire ce que j'ai fait, mais j'ai tenté de faire, avec toutes les limites. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'apprécier la performance. Donc, regardez pour chacun des pays, à travers cette conception multidimensionnelle, où est-ce qu'elle se situe en comparaison aux autres. Ça, c'est important à savoir. Et ensuite, de dégager les profils de performance les plus intéressants en tenant compte de la complexité. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire dans l'article. Je ne sais pas si vous l'avez. Alors, quel cas j'ai utilisé? Oui, j'ai utilisé le cas de Donabedian, qui en fait, et je vais encore vous dire, encore plus simplifié. Alors, le cas de Donabedian, je me suis inspiré du cas de Donabedian et je me suis basé beaucoup plus en fonction des indicateurs qui ressortent de la littérature qui sont faciles à mesurer, même jusque-là, qu'on peut retrouver. Dans le cadre de Donabedian adapté que j'ai utilisé dans le cadre de ce travail, c'est vraiment de regarder les relations qui vont exister entre les ressources, donc le niveau des structures, tout ce qui est structure symbolique, je ne l'ai pas utilisé, au niveau des ressources, donc au niveau de la santé, donc tout ce qui atteint des objectifs, mais en matière de santé, au niveau des services produits, et tout ce qui va être des services produits, je vais les définir. Et regarder surtout les interactions qui existent entre eux. Donc, c'était non seulement analyser la performance de façon absolue, comme je disais, c'est-à-dire la capacité à atteindre, à maximiser les résultats en termes de ressources santé et services produits, mais aussi en tenant compte de l'effort, donc proportionnellement aux efforts, en tenant compte au niveau en utilisant, en termes d'efficience, d'efficacité, de productivité, que j'ai appelé la performance relative. Donc, une organisation qui se veut performante, c'est une organisation qui va maximiser la performance, qui va viser à maximiser la performance absolue, mais aussi la performance relative, qu'on appelle ici la performance globale. Alors, la vision donc, que j'ai utilisée pour bâtir ce cadre, c'est vraiment une vision configurationnelle qui vise non seulement, non pas à traiter les dimensions de façon individuelle, mais à tenir compte de l'interaction qui va exister entre les deux. Alors, la vision configurationnelle de Meyer, je vais vous en parler un peu. J'ai mis tout juste les facteurs macroéconomiques et financiers à côté, un petit truc. C'est très important, tout simplement parce que si on veut comparer les pays, il faut comparer proportionnellement à la richesse. Donc, toutes les analyses qui ont été faites, c'est ma variable, entre guillemets, de contexte qui permettait de mettre les pays à peu près au même niveau, donc de standardiser mes données en fonction de la richesse. Donc, c'est un élément qui entre dans la conception même du cadre. Donc, ici, c'est le cadre, mais avec des éléments de contexte, et c'est plus le contexte macroéconomique et financier. Je suis économiste de la santé aussi. Donc. Alors, la vision configurationnelle de Donabedian, donc, va mettre l'accent, contrairement à ce qu'on appelle la théorie de la contingence unique, bien sûr, qui tient en compte tout ensemble, qui utilise plusieurs dimensions, mais de façon individuelle, mais qui va mettre ici, dans la théorie de la contingence, mettre l'accent sur la réciprocité et le caractère non linéaire. Alors, vous me voyez venir, dans le caractère non linéaire. Et le but ici, c'est d'avoir une vision plus holistique, de tenir compte de l'ensemble des composantes et de l'interaction qui existe entre elles, mais dans le but d'avoir une équifinalité. Et c'est ça qui m'intéresse. L'équifinalité, c'est la diversité de profils qui peuvent émerger à travers la conception qu'on peut avoir d'une organisation. Donc, lorsque vous avez un caractère multidimensionnel, vous avez plusieurs dimensions, il est clair qu'il n'y a pas un profil qui va émerger. Si vous avez plusieurs composantes, il y aura des profils. Et on va essayer de classer ces profils. Donc, c'est une équifinalité. Alors, la méthodologie que j'ai utilisée, c'est vraiment une analyse comparative. Et ça s'est fait sur des données secondaires qui proviennent de 27 pays de l'OCDE. Pourquoi est-ce que j'ai dit 27 et non 33? Et ça, je l'avais changé à la veille de mon dépôt. Parce que quand j'ai commencé le travail, quand j'ai commencé ma thèse, on avait 29 pays de l'OCDE, mais à la fin, il y avait 33 pays. Et j'avais enlevé deux. J'avais enlevé la Turquie et le Mexique pour des soucis de comparaison. Parce que la Turquie et le Mexique font partie de l'OCDE et c'est des pays que moi j'estimais, avec l'organisation macroéconomique et le contexte macroéconomique ne permettait pas de faire une comparaison, par exemple, entre le Mexique
et les États-Unis ou le Canada. Donc j'avais gardé beaucoup plus les pays qui étaient comparables au niveau des revenus élevés. Et il y avait d'autres pays tels que la Slovénie, Israël, qui sont entrés après dans l'OCDE que je n'avais pas pris en compte dans la recherche. Alors la banque de données que j'avais utilisée, c'est la banque Éco-Santé de l'OCDE qui est produite annuellement et qui existe jusqu'à présent. C'est produit par l'INSPQ et l'IRDES en France, c'est l'Institut de recherche en France. C'est un bureau de l'OCDE qui produit chaque année des indicateurs de santé. Il y en a plein. C'est un peu comme notre CARA ici, qui produit plein de données. Et le CARA aussi s'inspire beaucoup des données de l'OCDE et vice-versa. Et j'avais utilisé aussi les données de l'OMS et les données du Panorama Santé Société pour trianguler. C'est-à-dire, parce qu'il y avait, quand vous regardez ces bases de données, il y a parfois des ruptures de série, ou bien parfois il y a des années où il n'y a pas de données. Alors moi, j'avais travaillé uniquement avec la série 2007. Alors, je pourrais pu travailler avec plus tard, mais j'avais travaillé de façon transversale. Et j'avais complété des données. J'avais pas ajouté, mais il y avait des données manquantes pour certaines bases, mais qui en avaient avec d'autres. Donc, j'ai pu compiler par triangulation. Et aussi, j'avais approximé certaines données par des proxys. Ce que j'appelle des proxys, c'est quoi? C'est que, vous allez voir tantôt, je vais donner un exemple, une donnée qu'il n'y avait pas en termes de définition, mais qui était corrélée avec nos données qui reviennent dans le panorama santé et société que j'avais pu utiliser comme indicateur. Alors, je vais vous montrer un peu la panoplie de variables et l'analyse de données qui avait été faite avant de revenir sur les variables à l'étude. L'analyse des données qui a été faite, c'est vraiment une analyse, premièrement, d'ordonnancement des indicateurs. Il y a toute la méthode du benchmarking qu'on appelle le balisage que j'ai utilisé. Si vous voulez, je peux vous expliquer en détail. Je pense que dans l'article aussi expliqué. Et le fait d'opérationnaliser aussi l'approche configurationnelle, je l'ai opérationnalisé à travers une analyse qu'on appelle, les analyses quantitatives, qu'on appelle le cluster analysis, je ne sais pas si on a entendu parler, et c'est l'analyse de correspondance avec l'analyse de classification hiérarchique. Je pourrais venir plus en détail là-dessus. Bon, ça c'est un peu flou. Ici, je ne vais pas m'étaler dessus, c'était tout juste pour parler du proxy. J'avais, à travers toutes les données, j'étais parti des banques de données de l'OCDE, mais j'ai aussi fouillé dans la littérature des données qui pouvaient exister, qui pouvaient compléter ou bien qui pouvaient raffiner, qui étaient plus pertinentes aussi et qui existaient dans l'ensemble des pays. Parce que c'était ça le plus important, c'était de prendre des données où on pouvait retrouver dans l'ensemble des pays. Et parfois, la littérature m'aidait aussi à pouvoir bien définir, parce que je suis parti dans les définitions. Il y a certaines données, je prends un exemple, qu'on parle de première ligne. Dans d'autres pays, on va parler de soins ambulatoires. C'est la même chose dans la conception. Donc, pour éviter toute cette notion-là, je suis allé et j'avais utilisé plus des rapports en anglais où il y avait une certaine uniformisation dans la définition et non les rapports en français. Et les proxys que j'ai utilisés ici, c'est l'un des principaux proxys, c'était au niveau de l'équité. Alors, je voulais chiffrer l'équité santé, mais je n'avais pas un indicateur clair pour moi pour chiffrer l'équité santé. Je suis parti sur ce qu'on appelle l'équité santé-société, qui est mesurée dans la plupart des indicateurs avec les inégalités de revenus, par exemple. Il y a des indices comme l'indice de Gini qui permet de mesurer l'inégalité de revenus. Donc ça, je l'ai utilisé pour approximer ce que j'appelais les variations en termes d'équité santé et d'autres indicateurs aussi. Donc je voulais mettre l'accent là-dessus. Alors je vous laisse un peu voir. Donc il y avait plusieurs indicateurs et des indicateurs qui touchent les éléments du cadre, les ressources, les résultats, l'inégalité, vous avez vu, l'inégalité santé, où j'ai approximé avec des indicateurs que j'ai opérationnalisés. Je l'ai défini, mais je l'ai opérationnalisé avec les indicateurs de l'inégalité de revenus, l'intensité de la pauvreté qu'il y avait dans les milieux, les écarts qui existent entre les enfants, et à peu près 4 indicateurs. C'est que tous les indicateurs qui avaient des données manquantes de plus de 3, je les enlevais. Les indicateurs qui ne revenaient pas dans l'ensemble des pays étaient enlevés. Et généralement, ces indicateurs que j'ai gardés, c'était les indicateurs dont la série était dans les 27 pays, on les voyait. Les indicateurs qui étaient très corrélés entre eux, je sélectionnais à partir d'une analyse discriminante l'indicateur qui devait ressortir le plus pour mon étude. Donc, c'est ça ici. Je ne peux pas montrer avec quelque chose. Donc, c'était toute l'analyse que j'ai faite pour sélectionner les indicateurs. Et à la fin, je standardisais ces données en fonction de la richesse du pays. Alors, comment standardiser? Il y avait
j'utilisais des techniques de régression simples et je ressortais les résidus qui permettaient d'avoir des indicateurs uniquement standardisés pour des variables qui étaient corrélées. Mais pour des variables qui étaient non corrélées avec le PIB, je les utilisais, ce qui est tout à fait logique. Alors, est-ce que vous voyez même ça? Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai mis tout juste en rouge. Après, pour chacune des composantes, pour chacune des sous-dimensions de la performance, j'ai refait une analyse de balisage et une analyse de cluster analysis qui permettait de positionner les pays et aussi de donner des noms. Alors, je vais m'en tenir, si vous avez des pays qui vous intéressent, moi, le Canada m'intéresse, non? On va voir qu'en termes de ressources, comparativement à d'autres pays, le Canada ne coûte pas beaucoup en termes de ressources. En fait, quand on dit coûte pas beaucoup, est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas. C'est la question qu'il faut se poser. Au niveau des résultats, là, ça commence à être plus intéressant. On est au niveau moyen. Et au niveau des services produits, on produit au Canada, je dis bien au Canada, comparativement à d'autres pays, il y a plus de services qui sont produits. Donc, vous allez voir en rouge, je vais arriver. Au niveau, ça c'est tout ce qu'on appelait la performance, les éléments de performance absolue. Donc, ça c'était pris individuellement. Au niveau des éléments de performance relatifs pris individuellement, le fait qu'on ait peu de ressources au Canada et qu'on produit en moyen mieux des services et des résultats, en termes d'efficience, c'est intéressant. Le fait qu'on ait en termes de productivité, c'est intéressant. Et en termes d'efficacité, c'est intéressant. Alors, comment est-ce que je l'ai fait? C'est que pour des pays qui avaient les niveaux, lorsque le niveau de ressources était inférieur au niveau des résultats, alors je positionnais ce pays comme efficient. Lorsque le niveau de ressources était inférieur au niveau des services produits, je positionnais comme en termes de productivité élevée. Et lorsque le niveau de ressources était, le niveau de résultats, de services produits était inférieur au résultat, je le positionnais en termes d'efficacité élevée. Dans le cas contraire, c'était moindre, et dans le cas où on n'avait pas de souci de comparaison, je les mettais comme moyen. Ça, c'est complexe à savoir. Et le travail a été fait non seulement par moi, mais aussi avec d'autres profs, d'autres personnes, d'autres collaborateurs de l'article, avec qui on a pris des décisions et on regardait chaque fois aussi le résultat en lien avec la littérature, s'il y avait une certaine cohérence aussi. Alors, si je regarde la performance absolue, la performance relative, la performance absolue revient à voir comment se situe le Canada par rapport aux autres en tenant compte uniquement des dimensions, donc des résultats, de la santé et des services produits. Alors, le Canada se situe au niveau moyen. Mais quand je regarde le niveau relatif, où je regarde maintenant l'efficience, l'efficacité et la productivité, on se souvient de mon modèle, ça se situe au niveau relatif. Donc, c'est au niveau élevé, au-dessus de la moyenne. Comme moi je définis, au-dessus de la moyenne. Donc, il y avait un niveau moyen. Tout ce qui était autour de la moyenne, c'était moyen. Tout ce qui était en dessous, c'était en dessous et au-dessus de la moyenne. Alors, à partir de ça, on s'est donc dit, comme la performance vise en fait à maximiser à la fois la performance globale, la performance absolue et relative, où va se situer nos pays en termes de performance globale. Donc, 3 modèles, 3 profils qui ont émergé. Donc, le premier objectif, c'est de regarder comment se situent les pays. Et le deuxième objectif, c'est de savoir quels sont les profils qui se dégagent après avoir positionné les pays dépendamment de chacune de ces composantes. Alors, 4 profils qui ont émergé. Un profil que j'appelle le profil satisfaisant. C'est un profil dans lequel la performance absolue et la performance relative sont vraiment au-dessus de la moyenne. Et un profil plus où vous allez retrouver en général des pays scandinaves. On avait les pays comme la Suède, la Finlande, la Norvège, ce qui n'était pas, avec la France aussi. Avec l'intuition qu'on avait, on s'est rendu compte que ça allait dans le même sens. C'est des pays en général qui n'utilisent pas beaucoup de ressources, mais qui produisent beaucoup de bons résultats. Même si, et qu'ils ont d'une certaine façon des ressources, vous allez voir le chemin, des ressources à peu près équivalentes avec les résultats qui sont produits, ce qui est intéressant. C'est comme un équilibre qui existe. Vous avez de l'autre côté des pays qu'on appelle des pays prometteurs. Bon, peut-être c'est mieux d'avoir ce schéma, c'est plus intéressant. Alors, les performances satisfaisantes, comme j'ai dit, c'est des pays, regardez les flèches, regardez la façon dont
cette courbe en étoile est construite et les surfaces, dans la surface que ça couvre. Vous avez plus de performance avec peu de ressources et moins d'efforts. Donc ça, c'est plus intéressant, ce qu'on appelait le niveau de performance satisfaisant. De l'autre côté où se situe le Canada, dans la performance prometteuse, par rapport aux autres, les résultats sont assez intéressants, mais en termes de ressources, oui, les ressources n'étaient pas très élevées, mais l'effort fournissait beaucoup d'efforts en termes de services produits, dont l'efficience et l'efficacité, la productivité. La productivité était intéressante, l'efficacité était moyenne, et les ressources qui étaient utilisées étaient quand même élevées par rapport aux autres. Donc, vous avez des pays qui ont des bons résultats avec peu de ressources. Vous avez des pays avec des bons résultats, mais avec beaucoup de ressources. Vous avez des pays qui ont peu de résultats avec peu de ressources. Regardez par exemple ici. Alors, nous, on a baptisé ces pays fragiles, polarisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être s'ils mettent plus d'efforts en termes de ressources, ou bien peut-être avec ces ressources, ils peuvent produire mieux, ils peuvent avoir des meilleurs résultats. Oui, ils sont bons en termes d'efficience, en termes de productivité, mais en termes d'efficacité et des autres, au niveau des résultats de santé, c'est assez moyen. Donc, nous, on les a baptisés des pays fragiles, mais polarisés. Donc, c'est des pays en termes de performance relative qui sont très, très bonnes, mais en termes de performance absolue qui ne sont pas très bonnes, ou l'inverse. Et à la fin, vous avez ce qu'on appelle les pays à performance limitée. Donc, les pays à performance limitée, c'est des pays qui n'ont pas de résultats, mais qui investissent beaucoup pour le système de santé. Donc, il y a beaucoup d'argent qui sont investis et qui n'ont pas de résultats escomptés. Je reviens avec ce tableau et on va regarder les pays à performance limitée. On ne se doute pas que les États-Unis se situent là-dedans. C'est un peu des pays, mais l'Allemagne aussi, ça nous avait surpris. Mais quand on regarde les indicateurs un à un, on se rend compte que c'est vrai. Il y a beaucoup de perceptions publiques de certains systèmes, mais en réalité, quand vous regardez les indicateurs, même quelques indicateurs rapides, vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai. Donc les évidences montrent certaines choses, mais la façon dont c'est présenté, c'est souvent présenté différemment. Pour les États-Unis, on le sait, parce qu'on est peut-être proche, mais pour d'autres pays, on ne sait pas. Alors, on avait des pays comme le Royaume-Uni qui étaient un peu fragiles aussi. Eux, ils n'investissent pas beaucoup, mais les résultats ne sont pas exactement ce qu'on attend par rapport à ce qu'ils investissent. Contrairement à la Suède, le Japon, la France, on a des résultats. Bon, dans la littérature, il y a beaucoup de personnes qui disent que parfois certains chiffres qui se produisent ne sont pas vrais, surtout au niveau du Japon, mais moi je ne veux pas entrer dans ces considérations. J'ai pris les chiffres que j'avais pour pouvoir analyser. Donc, le premier constat, c'est, après les résultats, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a pris en compte le caractère multidimensionnel pour le rendre de façon plus visuelle et pour mieux appréhender la performance. Alors, il y a toujours des variabilités qui existent entre les composants et qui existent aussi entre les pays, qui existent encore, qui existent à l'intérieur des pays, mais malheureusement, on ne les a pas pris en compte. Alors, il n'y a aucun pays qui performe sur tout. Ça nous a rassurés. Parce que s'il y avait un pays qui performait sur tout, il suffit que nous tous on déménage, on va s'inscrire dans ce pays. Peut-être on va grossir les ressources et après, ça va chuter. Mais toutefois, il y a des pays qui performent mieux que d'autres, proportionnellement à l'effort qui est fourni. Et ce qu'on voyait plus, c'était les pays scandinaves qui apparaissaient. Et contrairement aux pays qui ont beaucoup d'argent, c'est des pays qui avaient des performances très limitées, comme les États-Unis, la France, la Suisse, le Luxembourg, où ils investissent beaucoup, mais après on s'est rendu compte qu'ils investissent beaucoup dans la technologie. Si vous regardez les ressources technologiques, là, ils investissent énormément pour avoir des résultats sur la répercussion en termes d'accessibilité ou bien en termes de... C'est sûr que la prise en charge médicale est bonne, mais tout ce qui concerne la prise en charge non médicale, la prévention et la promotion, ça laisse à désirer dans ces pays. Au Canada, en 2007, se situe vraiment, je disais, dans le ventre mou, ça veut dire on est là, au milieu, quelque part, et c'est par rapport à d'autres pays. Donc, la question qu'on se poserait ici, c'est où se situe le Québec? Pas discuter. Les limites. Alors, la principale limite ici, c'était vraiment le choix de l'unité d'analyse, hein, parce que la question qu'on disait, pourquoi pays? Parce que c'était une comparaison internationale qu'on faisait. On n'a pas ciblé une analyse, et on peut le faire, et c'est dans les perspectives. On peut faire une analyse plus
et à l'intérieur du pays, par exemple, fait la même analyse en comparant les provinces canadiennes. Ça peut être plus intéressant aussi. Donc, ça va nous donner non seulement une perspective macro, mais une perspective un peu plus micro. Alors, la temporalité de l'étude, les données étaient 2007. Et aussi, par rapport à la présentation que je vous fais, c'est les données 2007. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement depuis 2007? Je n'ai pas regardé, mais ça serait intéressant qu'on regarde. Astrid? Alors, certains champs de la performance n'ont pas été couverts. Donc, vous voyez, le modèle que j'ai utilisé, c'est le modèle de Donabedian, mais on a par exemple le modèle Egypte qui peut être plus intéressant dans tout ce qui est les éléments qu'on peut essayer d'approximer par des éléments de culture. C'est sûr que je l'ai fait de façon quantitative, parce que pour faire des comparaisons internationales, ce n'est pas évident d'aller vers des données qualitatives. Et les données qui sont au niveau, qui existent jusqu'à présent au niveau des cultures organisationnelles, les recherches en 2000, quand je le faisais, c'était plus des recherches qui touchaient plus des données plus macro, qualitatives, mais de plus en plus, il y a des indicateurs du CARAI là, qui ressortent des données, qui essaient d'approximer un peu des données qualitatives et qui permettent parfois de donner un exemple sur le climat de travail, l'humeur, comment est-ce que le personnel se sent à l'intérieur de son travail. C'est des éléments qui peuvent toucher la culture organisationnelle qui pourraient être intéressants à utiliser. Une autre limite aussi à l'étude, c'est qu'on a utilisé les mêmes pondérations pour tous les indicateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a utilisé les indicateurs comme si sont au même niveau. Mais la question qu'on se pose, prenons par exemple le cas de la mortalité et le nombre de lits. Qu'est-ce qui prédomine? Si on veut réduire la mortalité ou bien augmenter le nombre de lits. Donc, est-ce qu'on peut penser à une pondération de plus mettre l'accent au niveau de la mortalité par rapport aux autres? Ça, c'est toute une complexité et c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé. Donc, on a pris les données à peu près au même niveau et on a essayé de faire une comparaison brute. Mais il y a eu des questions qui se soulevaient. Est-ce que, par exemple, une mort, tout le débat qui existe, est-ce que la mort est équivalente, par exemple, à une personne qui dure à l'hôpital, qui n'a pas accès aux soins? On n'est pas entré dans ces débats éthiques, dans ces débats plus complexes, qui pouvaient toucher la pondération des indicateurs. Donc, ce qui était intéressant, je me répète, c'est vraiment comment opérationnaliser ces données, comment opérationnaliser la performance de façon complexe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des limites à agréger toutes ces données? Oui, il y a des limites, mais cependant, le plus intéressant, c'est que si on veut si on veut tenir compte de la complexité, du caractère multidimensionnel, c'est clair qu'il y a certains éléments à l'intérieur qui peuvent sauter et les variations internes à l'intérieur des pays n'ont pas été prises en compte. Donc, peut-être le fait d'agréger les données pouvait créer un problème. Et c'est même le plus gros problème au niveau des indicateurs macroéconomiques, hein, où les données sont fixées au niveau pays, alors qu'à l'intérieur, si on prend le cas du Canada, il y a des provinces qui sont complètement différentes, qui baissent à peu près les chiffres ou qui augmentent les chiffres, dépendamment de la problématique. C'est une photographie à un moment donné. On a regardé en 2007 et la question c'est de savoir comment est-ce que ça a évolué dans le temps. Ce serait très intéressant de refaire même la même étude, tout juste pour voir s'il y a eu un changement par rapport à 2007. Est-ce que les pays ont changé de position, soit en bien ou en mal? Alors ça va être sûrement, on peut dire, c'est peut-être des réformes qui ont été mises en place, c'est peut-être des gros programmes de réorganisation qui ont créé des difficultés, mais ça pourra permettre de façon longitudinale de voir s'il y a des changements des positions des pays dans le temps. Alors, donc, au niveau théorique, c'est vraiment un soutien à la théorie de la configuration et la théorie de la complexité. Donc, tenir compte de l'ensemble des composantes et aussi tenir compte de l'environnement et des éléments qui peuvent interagir simultanément. Je ne vais pas entrer dans les détails. Au niveau des contributions pratiques, c'était vraiment aider les décideurs et surtout les gestionnaires à éviter, donc à prendre des décisions en s'appuyant sur des modèles, soit en évitant, soit en considérant les modèles qui sont intéressants dépendamment de leur contexte. Et c'était aussi informer sur la dynamique de transformation des systèmes pour améliorer la performance. Et ça, c'est très intéressant. Et ce qui était fascinant avec ça, c'est que ça permettait de dire quel pays on va ressembler à qui? Comment est-ce qu'on va ressembler? Vers quel pays on doit ressembler? Même on peut faire la même réflexion au Québec. Vers quelle forme de modèle on pourrait chercher à se ressembler pour pouvoir améliorer? Est-ce que c'est la meilleure?
Est-ce que c'est à un moment donné ou bien est-ce que ça va être de façon longitudinale? Donc, c'est de refaire les études dans les provinces, c'est de collecter les données sur une longue période pour voir les profils et c'est d'intégrer des aspects manquants de la performance. Et ça, c'est des choses qui seraient intéressantes et des défis à relever dans un avenir futur. On ne sait pas quand c'est futur, là. Merci.